peut reprendre peut-être avec vous sur un complément que vous voudriez apporter sur la présentation de cette réforme. Et voilà, et puis notamment sur l'aspect plus éducatif peut-être, les mesures éducatives qui sont telles qu'elles sont appliquées peut-être maintenant, mais surtout telles qu'elles sont envisagées dans cette réforme. Et puis ensuite, on donnera la parole à Claude Chauder. Merci. Donc, effectivement, comme le disait Madame Bigot, il y a eu un souci de simplification de la réponse et d'une meilleure lisibilité des mesures existantes dans cette réforme. L'idée est que suite à l'interpellation et à la garde à vue, en cas de déferment et de présentation, il y ait dans un délai de 10 jours à 3 mois une mesure provisoire qui soit prise, donc une mesure éducative judiciaire provisoire, qu'on va appeler MEJP, qui n'existait pas jusqu'à présent. Ce temps-là pourra aussi faire l'objet d'un contrôle judiciaire ou d'une ARSE. Donc l'ARSE, c'est l'assignation à résider sous surveillance électronique. Il y a aussi, au-delà du souci de simplification dans les réponses apportées, un souci de scission des décisions, comme le disait Madame Bigot. C'est pourquoi, sauf dérogation que Madame Bigot a présentée tout à l'heure, le grand principe, c'est de d'abord statuer sur la culpabilité du mineur et ensuite, après un délai de mise à l'épreuve éducative, d'enfin statuer sur la sanction, que cela ait lieu en cabinet par le juge des enfants ou en TPE. Aussi, on peut penser que cette mise à l'épreuve éducative réponde aux soucis que l'on évoquait tout à l'heure avec le temps éducatif qui doit trouver une corrélation avec le temps judiciaire qui était extrêmement différent ces dernières années. Et où effectivement, là où le mineur a besoin d'une réponse rapide, dans une temporalité rapide qui est celle de l'adolescence, il faut aussi que le temps de l'éducatif et le temps d'accession à la sanction se fasse avec tout un travail, avec les travailleurs sociaux, notamment de la PJJ, pour travailler la question éducative, la question du passage à l'acte et des faits délictueux et du rapport à la loi. C'est pourquoi, dans ce temps-là de mise à l'épreuve, il peut se passer plusieurs choses et on peut prendre plusieurs mesures de mise à l'épreuve. Ça peut prendre la forme d'une expertise médicale ou psychologique. Ça peut prendre la forme d'une MJ, qui est une mesure qui existe déjà, qui est une mesure judiciaire d'investigation éducative, qui se déroule actuellement en 6 mois, qui est menée la plupart du temps par les services de la PJJ, et qui veille à faire une analyse globale de la situation et à prendre en compte toutes les problématiques liées à la personnalité du jeune. Donc son environnement familial, sa scolarité, sa santé, ses fréquentations, etc., etc. Dans ce temps de mise à l'épreuve éducative pourra être aussi mise en place une ARSE, donc une assignation à résidence sous surveillance électronique. Donc c'est ce qu'on appelle communément le bracelet. On peut retrouver aussi dans ce temps de la mise à l'épreuve éducative la mesure éducative judiciaire provisoire, que je vais vous décliner après parce qu'on peut la trouver soit dans le délai de 10 jours à 3 mois avant l'audience sur la culpabilité, soit dans le délai de 6 à 9 mois pendant la mise à l'épreuve éducative. Et on retrouve aussi pendant ce temps de mise à l'épreuve éducative le contrôle judiciaire. C'est une mesure, nous sommes tout assez classique et qui existe déjà depuis longtemps. Sur la mesure éducative judiciaire provisoire, que l'on peut trouver avant le jugement sur la culpabilité ou après le jugement sur la culpabilité, l'idée est de simplifier en regroupant plusieurs mesures sous cette mesure éducative judiciaire provisoire, mais de maintenir quand même le principe de l'individualisation de la peine grâce à la déclinaison de cette mesure éducative en 4 modules que présentait Madame Bigot tout à l'heure et sur lesquels je peux revenir. Un module d'insertion, un module de santé, un module de placement et un module de réparation. Le module de réparation prendrait souvent la forme de ce qu'on appelle actuellement une mesure de réparation
ou une médiation. Il s'agit de faire travailler le jeune sur l'acte, le rapport à la victime, le dommage causé et la façon dont on pourrait réparer les dommages causés, soit à une victime physique, personne physique, soit à la société. Le module de placement, lui, doit s'entendre comme un module qui doit absolument s'articuler entre les services de milieu ouvert de la PJJ et les services d'hébergement, puisqu'il s'agit de placer le jeune soit dans un établissement de placement, soit dans un CEF, soit chez une personne de confiance, soit même dans une famille d'accueil, ce qui a tendance à se développer puisque la tendance est à développer les placements et les solutions d'hébergement diversifiées, voire parfois renforcées. Ensuite, le module insertion. Là aussi, c'est un module qui viserait à une vraie coopération des services de la PJJ entre les services de milieu ouvert, les services d'hébergement et les services d'insertion qui existent déjà et qui font notamment de l'accompagnement de jour auprès des mineurs sous main de justice en leur proposant des activités de jour et des activités d'insertion professionnelle avec de la mise en stage, de la mise en atelier, etc. Il se peut aussi, en tout cas il est prévu dans le futur article L112-5, que des placements en internat scolaire soient pensés à cet endroit-là. Enfin, le quatrième module de cette mesure éducative judiciaire provisoire, c'est le module santé, qui est prévu dans le futur article L112-11, avec un placement en établissement de santé ou en CMP. C'est sur ça que j'aimerais entendre ensuite le psychiatre, parce que je trouve que ces dernières années, au-delà des politiques pénales mises en place et des orientations pénales prises par les gouvernements et les procureurs par déclinaison, comme l'a expliqué Mme Ligo, on observe dans les services de la PJJ de plus en plus de jeunes rencontrant des problématiques psychologiques, voire psychiatriques, de plus en plus tôt dans leur prise en charge et de plus en plus tôt par rapport à leur âge. C'est quelque chose qui est assez frappant. Et en fait, on ne peut pas s'exonérer de cette partie du soin, de cette question du soin dans la prise en charge des mineurs, parce qu'on a des situations psychologiques qui sont de plus en plus dégradées. Alors, soit parce qu'on les diagnostique plus facilement aujourd'hui, soit parce qu'en réalité, il y a une vraie question de dégradation de l'aspect psychologique des mineurs. Je n'ai pas l'explication. C'est un constat de terrain que l'on a partagé avec tous les professionnels que j'ai eu à rencontrer dans ma courte carrière à la PJJ. Voilà. Sur la question de la césure, effectivement, ça ne répond pas complètement aux besoins d'une temporalité longue, puisque la césure est un délai initial de 6 à 9 mois qui est renouvelable une fois sous certaines conditions, qui ne peut pas répondre donc à un suivi long, un suivi éducatif long, mais qui a vocation à purger la question de la culpabilité du suivi éducatif pour enfin se concentrer sur la sanction, la mesure à prendre, le travail sur les faits, puisque effectivement, une fois que la culpabilité a été arbitrée lors de l'audience de culpabilité chez le juge des enfants, le mineur ne perd plus de temps dans son suivi éducatif avec son éducateur sur la question des faits, est-ce qu'il les a commis, est-ce qu'il ne les a pas commis. Cette question-là étant purgée, on peut donc se concentrer sur maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on agit et comment on lutte contre la récidive, parce que c'est bien là un des objectifs principaux de la PJJ. C'est évidemment l'insertion, parce qu'on ne parle pas de réinsertion encore, pour des jeunes qui ne se sont peut-être pas encore insérés, mais penser l'insertion et penser la non-récidive. Juste peut-être un complément. Vous avez présenté ces 4 modules, j'imagine qu'ils ne sont pas mis en route pour tout le monde dans le même temps, ni systématiquement. Est-ce qu'il y a un coordinateur, c'est le juge pour enfants qui veille un peu à la mise en route de cette mise à l'épreuve éducative et de ces modules, ou comment ça fonctionnerait? Alors, pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore. Ce qui nous a été demandé au directeur des services, c'est de proposer
contenu de modules, notamment par le biais des stages. Ce qui existe actuellement, ce sont des stages de citoyenneté et des stages de formation civique. On nous a demandé de complètement repenser afin de proposer des stages qui soient avec un socle commun pour l'ensemble des mineurs mis en stage, par exemple, et des modules individualisés qui répondraient à la problématique de l'infraction, c'est-à-dire un volet sur la question des stupéfiants, un volet sur la question de l'égalité homme-femme, un volet sur la question de la sécurité routière, etc., avec plusieurs modules comme ça qui seraient déclinés pour justement individualiser la peine et répondre à la problématique du mineur, soit de par sa personnalité, soit de par la nature des faits commis. Donc, on imagine, les directeurs de service, que la mesure éducative judiciaire provisoire, dans ces 4 modules-là, va se décliner en fonction des propositions que les services pourront faire localement. Tout ça, bien sûr, en déclinaison des orientations de la PJ et de la direction générale, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de trame qui a été déclinée sur les directions territoriales et les directions de service. Il faudrait peut-être revenir du coup sur le traitement en fonction des différents types d'infractions. La question étant par quelle étape est remplacée finalement la mise en examen, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit remplacée. Mais en tout cas, les étapes qui permettent au magistrat d'avoir une connaissance du jeune, notamment par un recueil des renseignements éducatifs. Je crois que Mme Molina y a répondu en partie, mais c'est peut-être un peu à préciser. Le recueil de renseignements socio-éducatifs peut prendre deux formes, donc soit immédiatement au moment du déferment, et dans ce cas-là, c'est l'éducateur de permanence éducative auprès du tribunal qui va fournir ce RRSE au juge avant présentation du mineur devant le juge. Soit le RRSE peut être fait jusqu'à 10 jours après la garde à vue du mineur, de par un entretien avec un éducateur de la PJJ dans les locaux de la PJJ. Il doit avoir lieu justement dans les 5 jours suivants. C'est une mesure à ne pas confondre. Ce recueil de renseignements socio-éducatifs est une aide à la décision du magistrat sur ce que peut produire en termes de renseignements les entretiens éducatifs avec la famille, le jeune, etc., au moment du déferment. Et c'est à ne pas confondre avec la mesure judiciaire d'investigation éducative. Et elle est une mesure qui va vraiment venir faire une photographie à un instant T sur 6 mois de la situation globale d'un mineur au sein de sa famille, de sa scolarité, de son insertion, de son environnement amical, etc. Par rapport à la question, effectivement, de la mise en examen, alors elle ne disparaît pas dans la mesure où c'est toujours le juge d'instruction qui peut le faire. Par contre, elle disparaît des compétences du juge des enfants. Le juge des enfants ne mettra plus en examen puisqu'il n'est plus juge d'instruction. C'est ce que je vous disais dans la réforme. Le juge des enfants prend une autre place. Il ne va plus mettre en examen. C'est ce qui empêche justement cette partialité qui apparaîtrait s'il devait ensuite juger un mineur qu'il a mis en examen. Par contre, pour le juge d'instruction, la procédure est totalement inchangée. Il y a toujours la possibilité d'instruction, et là, c'est aussi une précision qu'il faut que j'apporte, on n'est pas tenu par le délai de 3 mois. L'instruction va être menée par le juge d'instruction le temps qu'il lui faudra, et notamment en matière criminelle, ça pourra prendre 1 an, comme c'est le cas actuellement. Mais comme on réserve en général l'instruction aux affaires criminelles et qu'elles ne sont pas très nombreuses, commises par des mineurs, ou alors sur des affaires extrêmement complexes en matière factuelle, la majorité des situations vont être traitées comme je vous l'ai exposé tout à l'heure, avec cette césure au bout de 3 mois, mais l'instruction, elle, reste inchangée et la mise en examen continue à exister chez le juge d'instruction. D'accord. Est-ce qu'on pourrait revenir du coup sur ce qui a commencé à être débattu tout à l'heure autour de la responsabilité? C'est un peu le point central de notre matinée, puisqu'on sent bien que c'est un point tout à fait important qui permettra
qui conditionnent le jugement et la suite à donner à une infraction plus ou moins importante. Alors, Claude Choder, est-ce que tu pourrais dire un mot sur comment tu entends un peu cette question-là de la responsabilité? Je vais peut-être profiter de la question qui était posée pour pouvoir articuler avec ce que je vais dire. Votre question, c'était sur ce qu'il en est de cette augmentation qui vous semble vertigineuse du nombre de jeunes dont la PJJ a la charge et qui présentent de véritables troubles psychologiques, voire psychiatriques. Alors moi, je vais profiter de cette question pour pouvoir rappeler que la sociologie nous apprend à qui la grande majorité à quels groupes sociaux la grande majorité des enfants qui sont placés appartiennent. Et à cette occasion, il faut rappeler que la souffrance de ces jeunes, elle est à l'image de ce que la société peut amener comme difficulté globale. C'est-à-dire que pour beaucoup de ces jeunes, ces symptômes, cette délinquance, elle est de l'ordre du symptôme. C'est par cette délinquance qu'ils s'expriment, c'est par cette délinquance qu'ils disent quelque chose de leur souffrance et de leur difficulté à s'adapter et à accepter le monde dans lequel ils vivent. Donc c'est cette symptomatologie que nous avons en augmentation, que nous constatons de plus en plus fréquente, et c'est en tant que discours que nous avons à l'entendre et à voir ce à quoi elle peut renvoyer. Alors on peut rentrer dans le détail, mais c'est une proposition générale, c'est d'entendre que dans la délinquance, il y a du symptôme et que le symptôme, c'est un discours. Partant de là, je vais revenir à la question de la responsabilité maintenant. Si j'ai bien suivi la réforme et si j'ai bien compris ce qui est en train de se passer, après que la responsabilité, que le concept de responsabilité ait subi les évolutions, ou vécu les évolutions qu'on a connues à partir des années où l'article 64 a été rediscuté et rediscuté pour devenir ensuite cet article 122 qui continue à faire valoir quelque chose autour du sens de ce qui se passe. On est en train aujourd'hui de voir que ce discernement qui est venu en quelque sorte substituer ou en tout cas prendre une place importante à partir de cette base que Josiane Bigot a bien rappelée, à savoir le vouloir et la compréhension de l'acte par ce jeune, eh bien même cette dimension-là, ou surtout cette dimension-là, risque de passer à la trappe de cette réforme. Et c'est extrêmement inquiétant, et c'est ce que je voulais soulever, dans l'idée que même si Josiane Bigot a bien rappelé que le juge pourra toujours réintroduire de façon, si j'ai bien compris, de façon secondaire, réintroduire un doute sur ce discernement, et donc une remise en question de ce vouloir et de se comprendre, il reste que c'est le fondement même de l'acte, c'est-à-dire son sens, qui risque de disparaître au bénéfice des faits. On pourrait presque dire les faits, rien que les faits, et de telle manière que finalement, c'est grosso modo du côté de l'émotion et du côté de l'opinion publique que ressorte la justice des mineurs aujourd'hui, ou en tout cas demain. Je crois que c'est très important de se rendre compte des conséquences de cette discussion. Et non seulement des conséquences à court terme, mais même à moyen terme. C'est un petit peu comme si on était en train de revenir, non pas 50 ans, mais 100 ans en arrière, c'est-à-dire avant l'idée que le vouloir et le comprendre ne sont pas des choses évidentes et ne sont pas des choses simples. Au départ, sur la notion de responsabilité, la philosophie du concept, bien avant que la réforme de l'article 64 n'intervienne, ce concept renvoyait à ce qu'une société, ce qu'une population pouvait estimer être la responsabilité. Il y avait une philosophie du concept de responsabilité. On a vu ce qui s'est passé ensuite quand on en a fini avec cet article 64 et quelles difficultés on a eu à continuer à réfléchir à cette notion et combien l'avancée que ça a pu être d'introduire dans le droit cette idée que on ne fait pas ce qu'on...
on ne fait pas ce qu'on veut. Nous ne sommes pas maîtres de la totalité de nos actes. L'inconscient joue sa partition et c'est une partition tout à fait déterminante. Aujourd'hui, tout a l'air de se passer comme si vouloir décider et agir, ça n'était plus en lien avec la question de ce qu'il en est de la complexité du désir. Comme si finalement tout ce qui pouvait être l'environnement historique, c'est-à-dire l'environnement, la naissance, les conditions, etc., puis l'environnement du présent, c'est-à-dire tout ce qui se passe aujourd'hui pour un jeune, c'est ce qu'on appelle l'axe diachronique et l'axe synchronique, tout a l'air de se passer comme si tout ça devait disparaître et qu'on s'en tiendrait finalement à ce qu'une population entière peut ressentir quand un fait divers. Alors, je ne sais pas si le parallèle se justifie complètement, mais je crois que nous avons là affaire à quelque chose d'extrêmement inquiétant, le parallèle avec justement ce qui a pu se passer avec la notion de responsabilité et la régression à laquelle on a assisté à partir du moment où précisément cette dimension a été remise en question. Et j'ai l'impression que là, nous sommes confrontés à quelque chose, c'est presque une question anthropologique qui est en train de se passer au niveau de la régression. Et j'ai en mémoire, quand je parle de ça, j'ai en mémoire ce qui a pu pousser Nicolas Sarkozy en 2008 à Antony à faire ce réquisitoire contre les malades mentaux parce qu'un jeune schizophrène à Grenoble avait assassiné quelqu'un. Et ce réquisitoire qui témoignait de finalement la mainmise de l'opinion publique et des soucis électoraux qu'on pouvait avoir à cette époque. Et j'ai très peur que c'est encore ce qui reste comme ça de cette mainmise de l'opinion publique au détriment finalement de la réflexion et de la connaissance et de ce que nous avons pu récolter aujourd'hui, de ce que c'est qu'un acte délinquant et de la dimension, comme je l'ai dit en commençant tout à l'heure, la dimension discursive, la dimension d'un discours sur notre social qu'il faudrait en quelque sorte faire taire. Et je ne peux moi que souhaiter que tous les professionnels, ce que vous êtes et ce que vous connaissez, continuent à lutter pour faire entendre que c'est pas si simple et que c'est pas parce que notre société binaire en 0-1 tente de régler les problèmes au plus court, on le voit d'ailleurs avec le timing, la question de la temporalité dont on a parlé tout à l'heure, c'est pas parce que notre société rêve de tout réduire à quelque chose qui serait binaire que nous devons nous laisser impressionner et nous laisser embarquer là-dedans. Donc il faudra continuer à faire entendre que non, c'est pas si simple. Et c'est pas parce qu'un jeune, on peut dire, a voulu un moment commettre un acte que son vouloir est définitivement établi parce qu'il est passé à l'acte. Parce que c'est à ça qu'on revient, ce qui est une tautologie. Donc elle m'inquiète beaucoup et c'est un peu ce que je voulais dire en synthèse de de ce premier point qui me paraît, moi, le plus important de cette réforme et le plus inquiétant. Alors, si on veut, on peut revenir sur la question de la responsabilité, ce que ça signifie. On peut développer sur le fait que être responsable, à la lettre, c'est répondre d'eux, c'est-à-dire un acte éminemment symbolique dont notre société n'a plus l'air d'avoir grand-chose à faire. Mais bon, ça, c'était pour un développement ultérieur. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je trouve quand même qu'il ne faut pas noircir le tableau. J'y vois, moi, une petite lueur d'espoir dans cette réforme. Je pense qu'on n'a pas tout à fait cédé à la réponse pénale et à la responsabilisation à tout prix, parce que je note que la présomption, cette fois-ci, est une présomption d'irresponsabilité pour le mineur, vis-à-vis du mineur, et non pas une présomption de responsabilité à partir d'un certain âge. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Comment ? Il manquerait plus que ça. Oui, mais c'était un des risques. C'était un des risques de cette réforme quand on nous a questionné les professionnels de la PJJ avant la première mouture du texte. Il était question d'une présomption de responsabilité à partir d'un certain âge. Et de nombreuses voix se sont élevées, comme le rappelait Madame Bigot tout à l'heure, beaucoup de pétitions.
pour que justement on puisse basculer cette présomption de responsabilité du mineur à partir d'un certain âge en présomption de responsabilité sous un certain seuil d'âge. Et je trouve que c'est quand même un premier bon signe de cette réforme. Je voulais le rappeler aussi finalement, et vous l'avez fait, qu'on a mis en évidence, enfin on a mis en exergue cette présomption d'irresponsabilité. Mais Josiane Bigot nous a dit tout à l'heure que c'était fragile et que ça pouvait justement... voilà. Mais je suis au même titre que le qu'il y a- principe de la césure reste lui-même fragile, hein, puisque de nombreuses dérogations existent pour ne pas procéder à cette césure. Et effectivement, c'est un principe dont les magistrats ne se saisissent pas encore, puisque c'est un principe qui existe déjà. Et qui n'est pas mis en place actuellement. Donc, est-ce que la réforme va permettre justement d'inverser la vapeur et d'utiliser ce principe de la césure de façon systématique, ou est-ce qu'au contraire, les magistrats vont se pencher sur les dérogations existantes pour oublier cette césure? C'est quelque chose qu'il va falloir voir à l'usage et sur lesquels les professionnels de justice seront, je pense, extrêmement vigilants. Parce que je pense que cette césure est extrêmement importante, notamment au regard de la mise à l'épreuve éducative et du temps éducatif qu'il faut absolument respecter, dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'il faut aussi ne pas perdre de vue le chiffre que je vous indiquais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même une grande majorité des mineurs qui ont commis un acte, une infraction, qui ne vont jamais avoir à faire une deuxième fois à la justice. Et pour cela, je pense que là, il y aurait même une régression à appliquer la césure. Alors, je parle vraiment en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est plutôt dans leur intérêt, dans l'intérêt de ces jeunes-là qui ne vont venir qu'une fois, ça serait qu'ils viennent qu'une seule fois. Et comme c'est le cas, parce que dans la majorité des situations qu'ont à connaître les juges des enfants, il y a eu un fait délictueux commis par un mineur. Les parents ont pris le relais, parce qu'il ne faut pas oublier que tout dépendra aussi de l'attitude éducative des parents. Les parents qui vont réagir positivement à une infraction commise par leur enfant sont tout à fait suffisants. Il n'y aura pas besoin de justice. Et donc pour ces mineurs-là, on pourrait effectivement très bien envisager que cette césure n'ait aucun sens et qu'ils viennent une seule fois, que le juge les voit et fasse le rappel de la loi et puis mettre en place un avertissement solennel, voilà, puisque le mot admonestation a disparu et heureusement du code, parce que les mineurs comprenaient quand même pas très bien ce que c'était. Mais en fait, ce que je dénonçais, ce que je craignais, c'était l'absence de césure pour les jeunes réitérants, pour que là, on puisse aller plus vite et qu'on puisse taper plus fort. Voilà, Il y avait une question sur la responsabilité justement des parents dans cette affaire-là. C'est déjà une manière un petit peu d'y répondre, mais qu'est-ce qu'il en est un petit peu oui. de cette question? Donc, je vous le disais en démarrant cette intervention, il ne faut pas confondre la responsabilité et la capacité. Le mineur est un incapable, juridiquement, jusqu'à ses 18 ans. Et par conséquent, il a besoin de civilement responsables, qui sont en général ses parents. Et vous verrez, si vous regardez de près les décisions qui sont rendues s'agissant de mineurs jugés par les juridictions de mineurs, on déclare à la fois le mineur, on condamne le mineur à des dommages et intérêts au niveau de la victime avec ses parents civilement responsables. Ce qui signifie que du temps de la minorité, ce sont les parents qui vont payer les dommages et intérêts à la place du mineur, mais que s'ils n'ont pas encore payé au moment de la majorité, c'est le mineur qui prendra le relais et qui payera. Et c'est le cas dans les affaires où il y a des indemnisations extrêmement fortes, ou alors c'est le cas aussi lorsque le fonds de garantie d'aide aux victimes intervient à la place des parents qui sont dans l'incapacité, et bien très souvent à la majorité, il va se retourner contre l'ex-mineur
pour lui demander de rembourser. Alors ça va se faire à raison de petites sommes, évidemment, en fonction des capacités du jeune majeur, mais il ne faut pas imaginer que ce statut d'incapacité empêche qu'il réponde aussi financièrement des conséquences de ses actes lorsqu'il sera en capacité de le faire. Par contre, s'agissant des sanctions pénales, et notamment s'il devait y avoir une amende, qui n'est pas très souvent prononcée par les juridictions, évidemment, puisque les mineurs, par définition, avant 16 ans, n'ont pas de revenus, en principe, ils ne peuvent pas travailler, mais il y a des amendes qui peuvent être prononcées, notamment pour les 16-18 ans, mais c'est le mineur qui doit payer. Ce n'est pas les parents qui payeront à sa place. Il est tenu lui-même de payer. Donc là, la peine, c'est bien son affaire à lui, et pas celle des parents. Par contre, sur l'indemnisation des victimes, c'est l'affaire des parents, puisqu'ils sont civilement responsables, effectivement, de leur enfant. J'espère que c'est un peu plus clair. Oui, c'est plus complet. Oui, Céline? Au propos de Claude Chauder, alors si on ne considère que les faits, est-ce que justement on ne prend pas de la distance avec les ressentis des uns et des autres? Est-ce que les faits existent indépendamment des ressentis? Est-ce qu'à partir du moment où un fait est connu et qu'il entre dans le domaine public ou même tout simplement dans un dossier, on peut considérer que sa seule lecture ou sa lecture soit une lecture extraite de tout son contexte? C'est bien sûr impossible. C'est bien sûr impossible. Et on le voit bien. On le voit bien. Aujourd'hui où tout est immédiatement médiatisé, je ne sais pas quel est le juge qui peut s'extraire de ce que ce geste ou cet acte a pu susciter, et chez lui, c'est pas une machine, et chez lui, et dans tout son environnement, et dans toute une société. Donc non, je ne crois pas du tout que le fait en lui-même soit porteur de quoi que ce soit. D'ailleurs, cette question avait déjà été débattue. Je crois qu'il y a même un échange assez intéressant au niveau de la constituante. Tout au début, au moment de la Révolution, quand on a commencé à réfléchir à ces questions, il y a tout un débat autour de deux députés dont j'ai oublié le nom, et où justement la question de l'émotion est déjà au cœur des débats. Et je crois qu'à l'époque, on constatait déjà à quel point le fait en lui-même ne pouvait pas être extrait de quoi que ce soit et sûrement pas permettre une distanciation. Alors ça, c'est un premier temps. Un acte, chacun de nos actes, pour nous-mêmes, nous renvoie à un contexte. Hein. Et il ne faut pas oublier que chaque fois qu'un magistrat, un avocat, un expert, même les experts, est confronté à un acte, spontanément et sans qu'il n'en ait la maîtrise, il le réfère à tout un contexte, à des histoires, pas une histoire, à des histoires, à d'autres expertises, à d'autres affaires. Et donc je crois que c'est un leurre, et c'est un leurre dangereux, hein, que de vouloir imaginer qu'on puisse comme ça, à la limite, couper un acte de toute subjectivité. Bon, je compléterai tout à l'heure, j'aurais d'autres choses à dire. Vas-y. Non, je voulais juste sur cette question, juste dire un mot, mais après je voulais rajouter dans le débat un autre élément. Sur la question des faits, c'est effectivement, comme le dit Claude, quand même un apport extrêmement important dans le système judiciaire qui a été de dire attention, personnalisons la réponse judiciaire, qui ne peut pas être qu'une réponse factuelle. Et c'est véritablement un apport, parce que la justice qui était effectivement rendue au Moyen-Âge se contentait des actes commis. Et puis progressivement, et en particulier en 1945, mais là je ne parle pas de la justice des mineurs, je parle de la justice en général, on a introduit ce concept quand même très fortement, ce principe qui est de dire à chaque acte correspond un individu qui l'a commis, et c'est l'individu qu'on juge. Et ça, c'est vrai pour les majeurs comme pour les mineurs. Et alors, ça me permet justement de dire ce que je voulais préciser, c'est que on s'est beaucoup intéressé, et là, je l'ai fait, à la question du discernement, qui est une question spécifique à la minorité.
Est-ce qu'on a le discernement nécessaire et c'est d'ailleurs aussi cette notion qui est en jeu lorsque les magistrats procèdent à des auditions d'enfants dans toutes les procédures d'une manière générale. Il faut que les enfants aient le discernement nécessaire pour pouvoir être entendus par un juge. Donc c'est une notion qui est vraiment réservée à cette conscience possible de l'acte, mais aussi de la parole d'un enfant. Mais je voulais rajouter un tout petit peu de complexité au débat, c'est pour dire que ça n'empêche que restent effectivement tous les individus, y compris donc les mineurs jusqu'à 18 ans, reste la question effectivement de la responsabilité qui, elle, est une affaire effectivement qui est souvent soumise aux psychiatres et aux expertises, qui est de dire est-ce que là il y a une problématique psychique mentale qui fait que on devrait dire qu'un individu n'est pas responsable de ce qu'il est fait parce que son état psychique ne le permet pas. Et ça existe aussi pour les mineurs, évidemment, ça se surajoute à la question du discernement. Et puis j'allais dire, c'est une des choses qu'on n'a pas perdues, c'est cette prise en compte de la personnalité du mineur lors de son jugement, auquel à la PJJ nous sommes extrêmement attachés parce qu'il faut prendre les faits dans la globalité. Vous disiez tout à l'heure, docteur, que les faits sont sans doute un symptôme d'un mal-être à prendre en compte dans la turbulence adolescente que connaissent les jeunes que nous rencontrons à la PJJ, et même ceux qui n'ont jamais affaire à la PJJ d'ailleurs. Mais du coup, on ne peut pas s'exonérer de prendre en compte cet aspect-là de leur turbulence interne dans la commission des faits et dans ce qui les a menés à commettre ces faits. Oui, pour ça, il faut que notre société reste elle-même dans un souci de discernement, et qu'elle veuille comprendre. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Ce mot du comprendre est vraiment important, d'avoir le temps et peut-être la richesse des intervenants pour comprendre dans la complexité un événement, voilà, et de ne pas être dans l'émotion, strictement dans l'émotion, et dans la précipitation pour juger des choses. Je pense que là-dessus, effectivement, on a bien évolué et que on est arrivé à la construction d'une réponse pluridisciplinaire. Ça, c'est vraiment un apport de ces toutes dernières années. C'est l'évaluation pluridisciplinaire qui est faite de la personne qui a commis un acte, et du mineur en particulier. Que ce soit au niveau des mesures d'investigation, aujourd'hui on a quand même ces mesures d'investigation qui sont menées par une équipe avec le point de vue de l'éducateur bien sûr, mais aussi le point de vue du psychologue et du psychiatre le cas échéant, avec l'éclairage aussi parental et environnemental. Donc ça, je crois que c'est vraiment très important. Et puis, on a aussi la preuve de cette volonté de la pluridisciplinarité dans la prise en charge des mineurs qui sont le plus repérés, qui sont pris en charge dans les centres éducatifs fermés et qui sont carrément dans les quartiers des établissements pénitentiaires qui leur sont réservés. Et là, on voit bien qu'il y a des équipes pluridisciplinaires. Et sur les centres éducatifs fermés, on constate aujourd'hui qu'il y a eu, à la demande des équipes qui animent les centres éducatifs fermés, une volonté d'introduire de plus en plus des psychologues, des infirmiers et des psychiatres, parce qu'il y a le besoin d'une prise en charge plus complète par rapport à ces jeunes particulièrement perturbés qui sont dans les centres éducatifs fermés. Et c'est à l'identique que dans les établissements pénitentiaires où effectivement la place des psychologues et des psychiatres est de plus en plus importante. Est-ce qu'on peut donner un éclairage sur l'évolution justement des condamnations en termes d'incarcération ces dernières années, la tournure que ça a pris? Oui, alors sur ce point, j'avais peut-être une précision à vous donner.
Madame Bigot a évoqué tout à l'heure, lors de son propos sur la spécialisation des acteurs de la justice des mineurs, la question des établissements pénitentiaires pour mineurs, qui sont des établissements spécialisés dans lesquels aucun majeur n'est incarcéré, contrairement aux quartiers mineurs qui se trouvent au sein des maisons d'arrêt, dans des ailes précisément dédiées aux mineurs dans la mesure du possible, puisque l'administration pénitentiaire fait tout son possible pour éviter la porosité entre les détenus majeurs et les détenus mineurs. C'est cependant au quotidien extrêmement difficile à garantir. Pour exemple, à la maison d'arrêt de Strasbourg, le quartier mineur se trouve au 2e étage, avec à l'étage inférieur des majeurs et à l'étage supérieur des mineurs, des majeurs aussi, pardon. Donc une porosité dans les échanges entre détenus, qu'ils soient majeurs ou mineurs, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles on a souhaité développer dans les années 2005-2008 l'ouverture des établissements pénitentiaires pour mineurs, qui consiste à détenir dans un seul et même établissement dédié aux mineurs une 50aine de mineurs. Il en existe 6 en France. Ces établissements pénitentiaires ont en général deux types de formes, 2 types d'architecture, mais se ressemblent. Il s'agit d'avoir des petites unités d'une dizaine de détenus par unité. Donc, ça peut aller jusqu'à 5 unités de vie, plus une unité arrivant pour les jeunes mineurs qui arrivent détenus. Dans cette unité arrivant, on évalue leur capacité à l'autonomie, au respect des règles de la détention, etc. et au collectif, puisqu'il y a des temps collectifs dans ces établissements pénitentiaires pour mineurs, qui existent beaucoup moins, ces temps collectifs, dans les quartiers mineurs au sein des maisons d'arrêt, pour des questions d'organisation de la maison d'arrêt, bien sûr. Ces établissements pénitentiaires pour mineurs sont au nombre de 6 actuellement sur le territoire français. Il en existe un en région parisienne, un en région toulousaine, un en région lilloise, un dans la région lyonnaise et un vers Nantes. Ils ont une capacité de 50, ce qui nous fait à peu près donc 250 mineurs incarcérés sous ce régime-là, en établissement spécifique pénitentiaire pour mineurs. Or, le nombre de détenus mineurs actuellement, là, au 30 octobre 2020, était de presque 900 mineurs. On était à 870 à peu près, ce qui implique que tous les autres mineurs sont bien incarcérés dans des quartiers mineurs au sein de maisons d'arrêt classiques pour majeurs. Donc ça, c'est déjà pour le chiffre et pour la cartographie un petit peu de où se trouvent nos mineurs incarcérés sur le territoire français, parce qu'ils ne peuvent pas tous bénéficier d'une place en établissement pénitentiaire pour mineurs, avec ce fameux suivi pluridisciplinaire qui est garanti quand même en maison d'arrêt, mais beaucoup moins facile à mettre en œuvre que dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Donc ça, c'était la première partie de la réponse. Sur le taux d'incarcération, on assiste là depuis le nouveau bloc peine qui est entré en vigueur en mars 2020, pendant le confinement. On assiste à une baisse quand même de l'incarcération et à une remise en liberté de certains mineurs au vu des nouvelles dispositions quant à l'incarcération, puisque l'idée est d'éviter l'incarcération à tout prix pour les peines courtes. Il est inutile de faire subir un choc carcéral à un mineur pour 3 semaines, 4 semaines d'incarcération parce que il subit ce choc carcéral et il retourne dans son élément d'origine au bout de très peu de temps sans avoir tiré aucun bénéfice quelconque d'une détention si courte, mis à part une parenthèse qui le coupe sans doute de sa scolarité et de son insertion professionnelle si elle existait. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que vous voulez que je développe sur le bloc peine ou... Il y a une question en tout cas sur sur l'accompagnement à la sortie d'un CEF ou d'un EPM. Alors, c'est pas la même chose, oui. Pareil, on est d'accord. Oui, alors la sortie est à travailler dès l'entrée. Alors, on ne travaille pas la sortie de détention comme on travaille la sortie de CER ou de CEF. Peut-être qu'il faut revenir sur déjà ces acronymes. Donc, le CEF est un centre éducatif fermé qui, par vocation, est la marche avant la détention.
Hein, c'est un séjour d'environ 6 mois qui se fait sur ordonnance de placement provisoire dans ces établissements, qui sont des établissements qui se veulent très contenants, très structurés, avec de gros moyens qui ont été mis en place dans ces centres éducatifs fermés. Il va s'en ouvrir environ une vingtaine sur le territoire français dans les 2 ans à venir. Ce sont les fameux 22 CEF qu'avait promis Emmanuel Macron pour répondre justement à cette marche d'avant-incarcération. Le CEF, il a aussi vocation parfois à être l'après-incarcération, quand le jeune ne peut pas retourner dans son milieu directement après une incarcération. On évite absolument les sorties sèches. Le CEF, je vous disais, bénéficie de gros moyens. En général, il y a une équipe éducative qui est mise en place, mais qui est étayée par la présence d'un ou d'une psychologue et d'un ou une professeur qui est détaché par l'éducation nationale au sein du CEF, afin de maintenir une scolarité permanente. La capacité d'accueil d'un CEF est d'environ 12 enfants pour une équipe pluridisciplinaire de professionnels d'environ 17 à 20 personnes. Donc c'est des moyens qui sont importants. Le CER, quant à lui, est un centre éducatif renforcé qui fonctionne par session de 4 à 6 mois en général. Là aussi, c'est sur une ordonnance de placement provisoire du juge. Et ça a plus vocation à faire un séjour de rupture, le CER, avec une équipe d'éducateurs au quotidien qui fait du 24 heures sur 24 avec le groupe d'enfants qui est confié. Et à la fin de la session, le jeune peut réintégrer soit un établissement de placement classique, soit un CEF si le magistrat le décide, soit son milieu d'origine. Ces placements sont obligatoires. C'est-à-dire que si le jeune fugue, par exemple, d'un CEF, il peut voir son contrôle judiciaire révoqué, par exemple. Et dans ce cas-là, il irait en détention. Bonjour Nadia. Donc Nadia travaille à la municipalité strasbourgeoise et nous avions un partenariat fort lorsque j'étais directrice du STEMO Strasbourg, son service prenait en charge des mineurs qui avaient à effectuer des TIG, des travaux d'intérêt général. C'est assez rare pour le souligner parce qu'on a un vrai souci à la PJJ de pouvoir placer nos jeunes pour ce type de mesures de travail d'intérêt général dans les collectivités parce que ces demandes sont déjà très engorgées par les majeurs. Du coup, la question, c'est comment s'inscrire dans un partenariat pour les réparations et les nouvelles mesures de réparation. Donc, je pense justement que cette mesure de travail d'intérêt général va en réalité se développer dans le module réparation et qu'on aura encore besoin de formation commune et de connaissances du partenariat qu'on peut mettre en place localement entre les services PJJ et les collectivités territoriales qui pourraient prendre des jeunes en mesure de réparation, hein, puisque ça va absorber le TIG, entre autres, et d'autres mesures. Donc, effectivement, moi, je pense à des formations communes, à des formations interprofessionnelles, à des rencontres interprofessionnelles et surtout à la signature de conventions, sans doute au niveau national, qui se déclineraient ensuite au niveau local, comme ça a été le cas notamment avec certaines entreprises comme la Poste, la SNCF, les Voies navigables de France. Il y a eu de nombreux partenariats pour les travaux d'intérêt général et pour les mesures de réparation. Je profite de voir à l'écran Monsieur Burstein, qui est président du conseil scientifique et éthique de la Maison des ados, expert auprès des tribunaux. Est-ce que, Monsieur Burstein, peut-être vous avez un commentaire à nous proposer par rapport à tous ces débats qu'on a eus en début de matinée ?
Oui, non, je voudrais d'abord remercier tous les intervenants. J'ai beaucoup appris moi, pendant cette matinée et je suis très heureux de l'avoir entendu. Je voulais juste faire une petite remarque par rapport au module sanitaire dont a parlé tout à l'heure Madame Molina. Je suis tout à fait convaincu de l'importance du partenariat entre les pédopsychiatres, la pédopsychiatrie publique en particulier, et la PJJ. J'ai essayé moi-même, quand j'étais en activité, d'y contribuer dans la mesure de mes moyens, mais justement, je voulais souligner combien ce partenariat se heurte à la pauvreté des moyens. C'est connu déjà de la psychiatrie en général, mais dans la psychiatrie, la pédopsychiatrie est vraiment le parent pauvre depuis des années. Vous avez parlé d'un placement en milieu pédopsychiatrique, voire d'un placement en CMP, ce qui est un tout petit peu quand même paradoxal, puisque vous le savez, les CMP sont des structures ambulatoires. Mais sans jouer sur les mots, il y a de toute façon des questions de moyens. Les moyens de l'hospitalisation pédopsychiatrique sont absolument dérisoires en France. Et excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne, on va régler ça. Mais les moyens aussi de prise en charge, même ambulatoire, se heurtent au problème de files d'attente qui sont de plusieurs mois à années. Donc voilà, il faut être conscient de cela. Il y a, je crois, dans l'ensemble des équipes, une intention, une bonne volonté. Il y a des expériences tout à fait fécondes de ce point de vue-là, mais sur le terrain, il y a ce manque de moyens qui nous empêche souvent de faire ce qu'on voudrait faire. Oui, moi je voulais intervenir sur les centres éducatifs fermés. Je pense qu'ils ont été beaucoup trop décriés, notamment par les juges des enfants, qui les ont vus comme une mesure purement répressive, un peu à l'entrée des établissements pénitentiaires. Je pense, en ce qui me concerne, que c'est la mesure pour laquelle on s'est donné le plus de moyens humains, financiers aussi évidemment en conséquence, pour entourer des jeunes qui sont vraiment à la dérive. Je pense que c'est la première fois que ces jeunes sont pris en charge d'une manière permanente par des adultes qui sont à leur écoute et qui sont là 24 heures sur 24. Des adultes qui vont leur proposer des activités, qui ne vont pas faire que du gardiennage. Des adultes qui vont échanger entre eux à leur profit, si je puis dire, et avec les spécificités effectivement différentes des adultes qui interviennent. Et je pense qu'il ne faut absolument pas banaliser cet outil, il ne faut pas non plus l'utiliser pour tous les jeunes, c'est évident, mais il faut en tout cas le sauver tel qu'il est aujourd'hui. Or, on sent bien qu'il y a une volonté de diminution des moyens de ces centres éducatifs fermés, parce qu'en créer 20 de plus, ça veut dire des moyens considérables, et par conséquent, ça va amener petit à petit à une baisse de l'encadrement et on n'aura plus l'efficacité des réponses. Par contre, c'est vrai que ce qui fait défaut après, c'est la sortie. Et on a beau y réfléchir, il n'y a pas d'outils. Alors, dans le secteur associatif, il y a eu comme ça des volontés de création d'outils spécifiques pour la prise en charge des jeunes qui sortent des centres éducatifs fermés. Mais c'est extrêmement complexe parce que de surcroît, il faut obtenir les financements pour réussir ce palier décisif dans la trajectoire définitive d'un jeune qui est passé par un centre éducatif fermé. L'autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que les mineurs actuellement détenus, pour une grande majorité d'entre eux, sont des mineurs non accompagnés.
Et je pense que c'est extrêmement inquiétant parce que ça veut bien dire que cette frange des jeunes qui sont mal accueillis par notre pays, peut-être parce que nous avons des difficultés, parce qu'ils sont trop nombreux, etc., etc. Mais toujours est-il que ce sont ces jeunes-là aujourd'hui qui se retrouvent incarcérés et qui commencent aussi à être très nombreux dans les centres éducatifs fermés, parce que, effectivement, il n'y a pas d'accueil autre, et que leurs conditions d'incarcération à eux sont alors pour le coup très difficiles, puisque ce sont des jeunes qui par définition ne parlent pas notre langue, et que leur isolement est extrêmement grand, surtout quand ils le sont, comme vous le rappeliez Madame Molina, plutôt dans des quartiers mineurs, dans les établissements pénitentiaires des grandes villes, que dans des établissements qui leur sont dédiés. Donc ils sont complètement laissés à la marge de toute notre société. Et c'est une des problématiques auxquelles il faut vraiment qu'on s'attelle pour éviter qu'ils ne soient, comme c'est le cas de toute façon déjà, montrés du doigt et comme honnis encore un petit peu plus que les autres mineurs en conflit avec la loi. Pour compléter sur les mineurs non accompagnés, puisque aujourd'hui j'ai quitté mes fonctions de directrice du STEMO Strasbourg pour justement diriger un double service d'hébergement spécialisé dans l'accueil des MNA et financé à 100% par le conseil départemental du département 31 en Haute-Garonne. Ces mineurs-là, comme vous le dites, ont contre la barrière de la langue, mais aussi la barrière de notre connaissance culturelle et de la connaissance du droit en France. Il se trouve que nous avons à la PJJ et ailleurs dans le secteur associatif habilité y compris, de grandes difficultés à trouver des solutions d'hébergement lorsqu'un juge décide de placer un mineur. Et cette décision de placement, parfois, elle vient aussi, confirmer le fait que le MNA, sans ordonnances de placement, se retrouverait à la rue. Donc en fait, par une décision judiciaire, on vient répondre à un problème qui est social. Et ça, c'est extrêmement problématique. Quand moi, j'ai vu des MNA partir en foyer PJJ ou en CEF ou même en détention pour des faits qui n'auraient pas conduit à la même sanction si le jeune avait un étayage familial reconnu et contenant. Et ça pose la question de l'inéquité devant le droit et du traitement qui est fait à ces jeunes mineurs non accompagnés, qui pour la plupart ne sont pas réellement toujours mineurs, mais qui sont pour autant des enfants et des jeunes personnes en danger. Oui, c'est vraiment important à souligner. Ça renvoie à cette question de la responsabilité sociale et sociétale vis-à-vis des jeunes en général, ou de l'enfant et de l'enfance en général, et que comme s'il y avait un déficit de cette responsabilité face à la responsabilité de l'individu, qu'il soit enfant ou pas. Enfin, c'est un petit peu, c'est vrai qu'il y a un côté inquiétant. On peut rappeler effectivement qu'il y a un déficit de leurs droits évident, puisque dès qu'ils arrivent sur le territoire français, ils bénéficient de la protection de l'enfance qui leur est due. La difficulté, c'est le nombre de ces jeunes qui sont arrivés sur le territoire et qui ont mis du coup vraiment en difficulté les départements, d'une manière inégale d'ailleurs, parce que selon les départements, d'abord certains sont plus riches que d'autres, et puis certains accueillent plus de mineurs non accompagnés que d'autres aussi, mais surtout ils engorgent les dispositifs habituels de la protection de l'enfance. Pour le coup, on les met dans des dispositifs spécifiques et on les met à bas coût. Donc on est aujourd'hui dans du low cost pour ces jeunes, et c'est absolument scandaleux. Donc on a au niveau, vous avez peut-être entendu tout à l'heure dans ma présentation que j'étais présidente de la CNAP, qui est une fédération des associations de protection de l'enfance,
Et dans ce cadre-là, on a mandaté un de nos adhérents pour qu'il fasse une étude sur la prise en charge des MNA sur le territoire français. Donc il y a un gros document qui fait 300 pages, qui recense une grosse partie des dispositifs et qui fait de nombreuses préconisations et des propositions. On va organiser une journée en janvier vraisemblablement au Sénat sur cette question. Mais il est absolument essentiel de mettre au moins un minimum en dessous duquel personne ne devrait accepter de mettre en place un dispositif d'accueil pour ces jeunes, parce qu'on est véritablement dans la maltraitance. Lorsque on accepte d'avoir des prix de journée qui permettent simplement d'assurer le gîte et le couvert, quoi, et c'est tout. Alors que l'on sait aujourd'hui que le parcours migratoire de ces jeunes les amène à connaître des difficultés psychologiques extrêmement lourdes, et qu'on les prend quand même très très peu en compte, avec la barrière de la langue de surcroît, bien sûr. Je voudrais presque dire que des fois, est-ce qu'il n'y a pas une maltraitance voulue, à but dissuasif, au même titre que cette question comme ça des gardes à vue, l'utilisation des gardes à vue chez les mineurs. J'ai bien aimé votre expression, Madame Molina, de choc carcéral, mais j'ai l'impression que faire choquer et utiliser la garde à vue pour choquer ou intimider, etc., est quelque chose qui est quand même particulièrement utilisé. Et là, on est avant la mise en action de la justice. C'est plutôt du côté de la police que ça se situe. Je crois d'ailleurs qu'on peut dire aussi, pour tous ceux qui pensent que finalement on se bat pour rien à vouloir qu'il y ait une présomption irréfragable d'irresponsabilité pour les moins de 13 ans, eh bien, dans l'état actuel du texte, avec cette présomption simple, les possibilités de retenue pour les 10-12 ans, donc avant que la garde à vue ne soit possible, donc la retenue est possible sur des périodes de 10 heures qui peut être renouvelable, et bien ça c'est maintenu. Donc on pourra toujours avoir des enfants à partir de 10 ans gardés dans des locaux de gendarmerie ou de police. Pour rebondir un peu sur le traitement spécifique fait au MNA, il se peut qu'il y ait eu cette volonté de donner à voir une prise en charge extrêmement difficile pour que les jeunes s'en fassent écho dans les réseaux, puisqu'il est attesté que ces jeunes arrivent par des réseaux et jamais complètement seuls et isolés. Pour autant, le retour qui est fait au réseau n'existe pas. En réalité, le mineur, une fois qu'il est dans cette situation si difficile, il ne retourne pas auprès du réseau qui l'a conduit jusqu'à nous en France ou dans d'autres pays d'Europe. Donc, cette technique, si on suppose qu'elle eût été volontaire pour un but dissuasif, ne fonctionne pas, et ce n'est vraiment pas le cas. Je pense que malgré les clés de répartition qui ont été mises en place entre les différents conseils départementaux sur le territoire national, la réalité, le principe de réalité auquel on se heurte, c'est le manque de place partout, y compris pour les jeunes classiquement ASE, tristement classiquement ASE, pour lesquels il n'y a pas de place en MEX, il n'y a pas de place en foyer, il n'y a pas de place en pouponnière. Et a fortiori, il n'y a pas non plus de place pour les MNA qui arrivent avec, comme le disait Madame Bigot, des polytraumas liés à l'exil, au parcours migratoire, aux violences qu'ils ont subies et à la grande détresse dans laquelle ils se trouvent quand ils arrivent sur le territoire et qu'ils vivent dans des squats avec des majeurs et qu'ils ont des comportements de mise en danger constante, voulue ou non, mais en tout cas, ces jeunes-là sont dans une grande détresse à laquelle, malheureusement, on ne peut pas répondre au vu du flux, au vu du nombre impressionnant, au regard du fait qu'on ait déjà un nombre impressionnant de jeunes à placer au titre de l'ASE classique en France. Les conseils départementaux sont vraiment surchargés et lorsqu'ils délèguent cette mission MNA
à des dispositifs comme j'en dirige aujourd'hui, on est obligé, comme le disait Madame Bigot, d'établir des prix de journée très bas pour que les conseils départementaux puissent suivre. Et avec ces prix de journée bas et avec toute la bonne volonté du monde, il faut quand même mettre autour d'eux une prise en charge pluridisciplinaire intense pour ne pas que les jeunes tombent dans des conduites trop dangereuses pour eux et que leur situation judiciaire, administrative et psychologique se dégrade à une vitesse folle. Et je rajouterais, pour noircir le tableau encore un petit peu, que en dehors de ces difficultés du public lui-même, et ben, les professionnels en face connaissent une vraie désertification aussi. Parce que de la place que j'occupe au niveau national, je me rends compte de l'absence de professionnels dans beaucoup de dispositifs de protection de l'enfance, et y compris de vocation au niveau de la PJJ. On est véritablement là dans la nécessité absolue de faire le constat que si on ne s'intéresse pas à ces professionnels du travail social, de l'éducatif, eh bien, on va se heurter de plein fouet à la non-prise en charge des mineurs auxquels nous nous intéressons là depuis ce matin, qu'ils soient protégés ou qu'ils soient en conflit avec la loi. Et il faut véritablement revaloriser ces métiers. Ils ont pris, mais alors comme une claque, l'histoire de la prime qui a été délivrée à certains et pas à d'autres selon les lieux, et ça a été extrêmement difficile pour ces professionnels d'avoir l'impression que on applaudissait les soignants, mais que eux qui étaient aussi montés au créneau et qui étaient restés avec ces jeunes à s'occuper d'eux sans dispositif de sécurité dans un premier temps, eh bien on n'avait pas une seule pensée pour eux, et au point qu'on ne leur a même pas d'office attribué une prime selon les départements, là encore une fois, avec évidemment des variables extrêmement importantes. Donc je crois qu'il y a là aussi un chantier extrêmement rapide à mener autour de ceux dont c'est la profession de s'occuper de tous ces mineurs, encore une fois, à protéger. Bien, je pense que ça peut faire conclusion, si on en voulait une, de se soucier des professionnels aussi, effectivement, sans quoi il n'y a pas grand-chose qui puisse être fait. Et les professionnels dans leur ensemble, quel qu'il soit leur statut. Moi, je rejoins Monsieur Burstein qui vient d'écrire dans la fenêtre de chat ses remerciements. Je suis bien ravie qu'on ait pu organiser cette matinée avec croisement de regards de différentes personnes à la fois engagées, de différents horizons professionnels et implications dans différentes instances qui illustrent bien le rôle que peut jouer une maison des ados auprès de l'ensemble de ces jeunes, qu'on parle des jeunes qui ont effectivement dérogé à la loi et de ceux qui plus globalement sont à protéger au titre du droit commun, au titre de leur parcours migratoire. Je pense que c'est quand même au futur uniquement en portant comme ça des voix collégiales qu'on peut peut-être arriver à faire évoluer les choses et sans opposer métiers, structures et autres missions. En l'occurrence, le soin, l'éducatif, le judiciaire ont tout à fait à continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup à tous et aux participants pour leur questionnement. On se dit au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Portez-vous bien.